Bonsoir, 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 Josh. Josh. Euh, une fois de plus, je tiens aussi à souhaiter les bienvenus à tous les nouveaux de Skills for Goma, mais aussi, comme Guf, tu viens de le dire, je suis passionné de l'intelligence artificielle et j'ai eu à faire des compétitions. J'ai comme l'impression même qu'il a fait mes éloges très, trop. Je suis là pour nous présenter l'intelligence artificielle, défis et perspectives. Sans pour autant tarder, Euh, je vais passer dans les fonds de la matière. Hum, C'est quoi même l'intelligence artificielle? Mais avant de répondre à la question, on doit tous reconnaître d'abord que nous vivons l'ère de l'intelligence artificielle. Comme avec toutes les innovations, à présent, nous sommes en train de témoigner l'ère de l'intelligence artificielle, en commençant par nos smartphones, avec nos applications de reconnaissance faciale, tout comme avec l'industrie qui nous permet de trouver la plupart des outils nécessaires pour le survie, mais aussi en passant par des frigos, congélateurs. Ces derniers temps, on remarque que l'intelligence artificielle est incontournable, sans pour autant même évoquer les algorithmes qui tournent derrière la plupart de nos réseaux sociaux comme Snapchat, TikTok, tant d'autres. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? Pour répondre à toutes ces questions vertigineuses, on va d'abord définir cette intelligence artificielle. Et donc, c'est cette capacité de la machine à imiter ou à mimer les fonctions cognitives humaines comme l'apprentissage, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception. Et j'irais même un peu loin en disant que l'intelligence artificielle, c'est aussi cette puissance d'expertise, cet outil incontournable que nous, étant étudiants, nous utilisons pour faire nos recherches. Et d'autres professionnellement, ils en utilisent dans leur profession diverses. Et donc, je pense que toutes ces deux définitions peuvent tenir. Alors, peut-être la vraie question, ça serait, quelle est la recette de cette intelligence artificielle? Qu'est-ce qui fait que l'on arrive à construire ces intelligences artificielles? Alors, je vais essayer un peu de nous expliquer euh, le fondement de l'intelligence artificielle. La recette est simple. Au départ, on a des données euh, que l'on associe à des algorithmes et ces algorithmes fonctionnent avec des matériels un peu spéciaux qu'on appelle des processeurs graphiques. Alors, peut-être l'on pourra aussi trébucher sur c'est quoi la donnée. Bon, la donnée, ça peut être un fait, ça peut être une statistique, tout ce que l'on peut collecter, peut-être pour des usages d'analyse, peut-être pour des usages de référence ou euh, d'usage peut-être des prédictions. Alors, comment est-ce que ça marche? Au départ, on a la donnée et après la collecte des données, bien sûr, et des masses de données, on essaie un peu de les transformer dans des formes numériques. Comme vous le voyez ici, il y a des chiffres dans des matrices et tout et tout. Et puis, une fois on aura transformé ces données sous forme numérique, on va les soumettre à des algorithmes et ces algorithmes auront à, auront à être, auront à run où ces algorithmes vont fonctionner avec des GPU ou Graphical Processing Units. Alors, c'est quand même un GPU. Comme avec le processeur normal qu'on appelle souvent CPU, qui nous a été défini par tous depuis l'école secondaire comme étant le cœur de l'ordinateur. Un GPU, c'est un processeur un peu spécial qui travaille dans le graphisme, mais aussi qui nous permet aussi de, qui nous permet aussi euh, d'utiliser des intelligences artificielles et éventuellement avoir des sorties. Alors, cette sortie peut être n'importe quoi.
Alors, imaginons par exemple que, un cas pratique, imaginons par exemple que j'ai un prompt. Et donc, la commande là, ou soit la phrase là que j'aurais à taper euh, sur mon chat GPT, à l'entrée de mon chat GPT. Je demande par exemple au chat GPT, explique-moi ceci. Alors, cette phrase, elle est transformée en chiffres, elle est transformée sous forme numérique. Et puis, cette phrase, elle est soumise à des algorithmes. Ces algorithmes vont utiliser de GPU comme puissance de calcul. Et si éventuellement, en fonction de ces algorithmes, j'aurai ma suite ou soit ma réponse. Alors peut-être d'autres iront loin et vont me demander, mais c'est quand même un algorithme. Alors, les algorithmes, je dirais que c'est une suite d'instructions qui est bien définie visant à résoudre un problème, visant à résoudre un problème. Et donc, cette suite d'instructions sera bien définie et sera exécutée étape par étape. Par exemple, pour, je dirais, faire l'addition de deux nombres. Je vais prendre le premier, je l'additionne au deuxième, comme on le faisait basiquement à l'école primaire. Par exemple, pour faire les omelettes, je casse d'abord les omelettes, j'essaie un peu de les remuer dans une certaine vase. Après quoi, je mets de l'huile dans la poêle, puis des oignons et tout, bien sûr, dépendamment des recettes. Et ensuite, je laisse cuire les omelettes jusqu'à leur cuisson. C'est un peu comme ça que les algorithmes fonctionnent. Et donc, cette suite d'instructions bien définies qui vise à résoudre un problème bien défini. Alors, parlons un peu d'abord des sous-branches de l'intelligence artificielle. Il y a au départ l'apprentissage profond ou soit l'apprentissage automatique. Alors, c'est quoi cet apprentissage automatique? Euh, il y a des masses de données qui ont été collectées et ces données ont été étiquetées. Alors, on donne à ces algorithmes ces données dans le but de comprendre quelles sont les distributions derrière ces données. Par exemple, ça peut représenter n'importe quoi. Ça peut représenter des chiffres, ça peut représenter des lettres, d'alphabet, ça peut représenter par exemple le genre, ainsi de suite. Et puis, le but ici, c'est quoi? Le but, c'est faire en sorte que la machine soit familière à ces données, de peur que si on lui a mené d'autres données dans la suite, elle aura à prédire. Elle aura à prédire, par exemple, supposons que le problème au départ était, est-ce que l'on peut octroyer à quelqu'un une carte bancaire ou pas? Alors, on vient avec des données comme son M'excuse. âge. Est-ce possible de passer en mode présentation, s'il te plaît? Oh, pardon? Est-ce possible de me passer en mode présentation? Sinon, les slides sont pas assez visibles, quoi. OK. Vous ne voyez pas la présentation? Si, si, on voit la présentation, ça va. Ouais, où ça va? Parce que Oui, Non, ça va, si ça vous va. pouvez faire les full screen. full screen. Oui, oui. OK. Ouais, Euh, merci. Merci. OK, comme je disais, euh, on a le sous-branche de l'intelligence artificielle, ou soit les domaines dans lesquels l'intelligence artificielle a excellé jusqu'ici. En premier lieu, nous avons l'apprentissage automatique et ça va de pair avec l'autre qu'on appelle l'apprentissage profond. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu euh, toute une masse de données qui a été collectée. Ces données, on les traite, bien sûr, pour essayer un peu d'éliminer les erreurs, pour essayer un peu d'éliminer les incongruences dans ces données. Vu qu'on est des humains et que la plupart des temps, soit ce sont les humains qui auront à collecter ces données, soit ça sera des capteurs, et dépendamment bien sûr du problème. Alors, on essaie un peu de prendre ces données, on les étiquette, et puis montre à la machine on montre à la machine ces données dans le but
que cette machine arrive à trouver des distributions derrière ces données. Bien sûr, après les traitements et tout. Une fois la machine aura trouvé des distributions derrière ces données, on va faire en sorte de donner à cette machine des nouvelles données auxquelles elle n'a pas été entraînée. Et c'est ce que même en machine learning ou apprentissage automatique, on appelle l'entraînement de la machine. Alors, une fois, on va donner à cette machine les données auxquelles elle n'a pas été entraînée. On essaie un peu de mesurer quel est le taux d'erreur, où est-ce que la machine a bien prédit, où est-ce qu'elle n'a pas bien prédit. Et puis, en fonction du résultat qu'on aura trouvé là-bas, on essaie un peu encore d'appliquer des techniques d'optimisation pour voir si on peut minimiser l'erreur le plus possiblement. Alors, pour exemple pratique, on peut par exemple prendre ce que j'évoquais avant d'être un peu stoppé. J'évoquais par exemple, on peut avoir un cas spécial où on a beaucoup de gens et on veut savoir à qui l'on donne par exemple une carte bancaire ou pas. Alors ici, on va venir avec des données telles que l'âge de la personne, par exemple. On va venir avec des données comme le salaire de la personne. Est-ce que cette personne est socialement socialement bien intégrée? On va venir avec beaucoup de données et tout. Et puis, ces données-là sont déjà étiquetées et donc des données bancaires existantes. Alors, on essaie un peu de donner à la machine ces données-là. On essaie un peu d'entraîner la machine sur ces données. Et puis ensuite, on vient avec des nouveaux données. Et puis, on se dit, qu'est-ce que la machine va prédire par rapport à ça? Et puis, on évalue. Et une fois on aura évalué en fonction des distributions que la machine aura apprises, donc on fait la confirmation. C'est un peu comme ça que ça marche. Et puis, en deuxième lieu, il y a les traitements du langage naturel. Ici, qu'est-ce qui se passe? Et le cas le plus simple et pratique est par exemple sur Twitter. Nous faisons tous des tweets ou sur n'importe quel réseau social, sur YouTube. Nous faisons tous des commentaires et tout. Alors, on fait mettre en place des algorithmes qui auront à filtrer, par exemple, des tweets nuisibles, des algorithmes qui auront, par exemple, à, à filtrer des commentaires nuisibles, des commentaires racistes, et ainsi de suite. Et donc, tout ce qui ne sont pas en termes avec le terme de l'entreprise. Et donc, ici, on va aussi prendre du texte, on va réduire ces textes dans leur forme canonique et puis ensuite les poser dans des bases vectorielles. Et ces bases vectorielles vont leur donner je dirais, ces bases vectorielles vont permettre à ce que la composition sémantique de ces textes soit établie. Et c'est ainsi que des textes, par exemple, des mots étant synonymes, seront directement placés dans des distances les plus courtes possibles pour permettre à ce qu'il y ait cette compréhension sémantique par la machine, mais aussi des mots qui sont, par exemple, des antonymes et tout, de ces mots seront aussi placés à la même distance. Bien sûr, il y a beaucoup d'algorithmes derrière ça. Et c'est ainsi qu'on va, par exemple, classifier que quelqu'un a fait un tweet qui a été à l'encontre des termes de l'entreprise ou pas. Et donc, ça aussi, ça se passe par l'entraînement. On va nourrir la machine avec beaucoup de données, certains étant des tweets nuisibles et d'autres étant des tweets sains. Et c'est ainsi qu'à la fin, on va lui soumettre des tweets ou des commentaires que la machine n'aura jamais vus et la machine sera capable de prédire si ces commentaires a été malsain ou pas et éventuellement arriver à bloquer ou filtrer ce genre de commentaires. C'est un peu ça. Dans la suite, il y a la vision par ordinateur.
La vision par ordinateur, elle est même commode et la plupart d'entre nous l'utilisons dans nos smartphones. Par exemple, pour le déverrouillage des smartphones par reconnaissance faciale. Et donc, c'est là que cette vision par ordinateur intervient, que l'on appelle en anglais communément computer vision. Qu'est-ce qui se passe ici? Euh, on prend aussi une image, bien sûr, on la transforme en pixels numériques et tout et tout. Bien sûr, une image est constituée de pixels et ces pixels, ça représente des chiffres. Et donc, ces chiffres-là, bien sûr, avec toutes ces chaînes-là, ayant dans le spectre rouge, euh, green and blue, red, green and blue, ouais, bon, excusez un peu l'anglicisme, parce que tout ceci, je les apprends souvent en anglais et tout. Ouais, ces pixels-là étant dans ce spectre red, green, blue, on va les prendre, on va les transformer en chiffres et puis on va y associer des filtres qui auront pour objectif l'extraction des motifs. L'extraction des motifs. Parce qu'on est convaincu que ta face n'est pas la mienne, ou soit le motif sur ta face n'est pas la mienne, même si on peut arriver à avoir quelques ressemblances, mais à la longue, sur toute la ligne, ces motifs-là ne seront pas les mêmes. Alors, une fois on aura extrait ces motifs, on applique des réseaux d'apprentissage profond, qui est une technologie nouvelle développée récemment. Il n'y a même pas de cela 15 ans par un certain Yann Lequin, que l'on appelle l'un des membres fondateurs ou pères de l'intelligence artificielle. Et donc, on applique ces filtres-là. Et une fois on aura appliqué ces filtres, mais aussi ces réseaux neuronaux, on les nourrit avec toutes ces valeurs. Et c'est ainsi que l'on va arriver à, par exemple, dire que ce monsieur, c'est God Gift, ou ce monsieur, c'est Jean, ce monsieur, c'est tel, en fonction, bien sûr, de tous ces paramètres qui seront stockés dans une certaine base de données après l'apprentissage de cette machine-là par vision par ordinateur. Et puis, il y a la dernière partie que la plupart d'entre nous connaissent, qui est l'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce qui se passe ici avec l'intelligence artificielle générative? C'est le cas même des chat GPT, où à la base, on collecte des corpus de données sur Internet, sur différentes autres sources. Et puis, ces données-là, on les met aussi dans des bases vectorielles, comme avec le traitement du langage naturel. Et on applique les mêmes méthodes, mais ici, on essaie un peu de se concentrer sur la des mots. Et donc, pour comprendre le niveau sémantique, pour comprendre le niveau sémantique de la phrase, et donc, si l'on pouvait dire son explication et tout, pour que la machine arrive à comprendre la phrase, on essaie un peu aussi de les mettre dans ces bases vectorielles, et puis on y applique des technologies qu'on appelle des transformers. Et ces transformers, c'est ces technologies qui viendront et vont nous dire, par exemple, ceci veut dire ceci, cela veut dire cela. Alors, l'enjeu ici avec ces transformers, c'est quoi? On donne à la machine quelques mots, une série de mots, et puis on demande à la machine de prédire les mots suivants. Par exemple, on peut dire je vais partir à, et puis on dit à la machine de prédire les mots suivants. Et c'est ainsi que la machine pourra prédire, par exemple, je vais partir à l'école, je vais partir au bureau. Et donc, il y aura beaucoup de mots qui seront prédits. Et puis, à la suite, il y a des algorithmes de sélection qui vont sélectionner les mots ayant plus de probabilités pour occuper la place du mot suivant. Et c'est ainsi qu'on va entraîner ces intelligences artificielles génératrices avec cette méthode. Et ensuite, on aura à la fin une machine qui, après l'avoir donné une séquence de mots, et donc une phrase ou un paragraphe, cette machine sera capable
de nous générer du texte ou après, par exemple, l'avoir donné une vidéo ou soit une photo, même si jusqu'ici, on n'est pas encore au cas de la vidéo, ou soit après l'avoir donné une photo, cette machine sera capable de décrire ce qui se passe dans cette photo. Et donc, la technologie derrière ça, ce sont des transformers. Alors, quels sont les domaines d'application de l'intelligence artificielle dans nos vies, dans nos vies courantes? Le plus souvent, on remarque que dans la santé, par exemple, l'intelligence artificielle y est trop appliquée avec, par exemple, l'imagerie médicale. Quand le médecin aura fait des diagnostics, parce que parfois, des médecins se heurtent aussi à des diagnostics les plus complexes, surtout quand il s'agit de l'imagerie. Par exemple, si le médecin veut déterminer si quelqu'un a des tumeurs ou si quelqu'un a un cancer ou pas, il se pourrait que parfois, euh, la détection il se pourrait que la détection précoce de certaines maladies peut permettre à ce que l'on puisse prendre en charge le patient et ainsi arriver à une bonne santé. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Une fois on aura, une fois on aura par exemple fait les scanners ou une fois on aura euh, pris la photo du scan, on la donne à la machine. Cette machine, elle a été entraînée avec des réseaux neuronaux, mais aussi avec des principes de la vision de la machine. On la donne beaucoup d'images, des centaines d'images, voire même des milliers. Et puis, cette machine essaie un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière l'image, quelles sont les images qui sont saines et quelles sont les images des personnes qui ont, par exemple, le cancer, qui sont atteintes par le cancer. Et c'est ainsi que, au final, une fois on aura fini d'entraîner cette machine, elle sera capable de nous prédire une personne a le cancer ou cette personne ne l'a pas. Mais aussi en médecine, par exemple, avec les développements des molécules pour traiter certaines maladies, l'on utilise aussi l'intelligence artificielle comme cette puissance d'expertise, bien sûr dans la recherche, mais aussi avec des simulations pour que les docteurs puissent arriver à, des scientifiques médicaux puissent arriver à, par exemple, dire que cette molécule pourra être probable pour l'éradication d'une certaine maladie, ou soit cette molécule peut aider à stopper, par exemple, la maladie ou soit les effets de la maladie. Et puis, il y a un transport, on le voit tous à la télé avec des voitures autonomes et tout ça, toutes ces technologies utilisent l'intelligence artificielle, bien sûr en appui avec les autres domaines de l'intelligence artificielle que j'ai cité si haut. Et toutes ces technologies utilisent l'intelligence artificielle pour voir comment est-ce que l'on peut créer une voiture qui aura à se conduire d'elle-même dans des environnements euh, le plus embouteillagé possible et sans qu'il y ait des accidents. En finance, l'intelligence artificielle y est aussi utilisée pour la prédiction, par exemple, des marchés financiers. Par exemple, avec des chatbots, on essaie un peu de donner à des chatbots ou soit leur soumettre des données du passé, du marché financier ou soit d'une entreprise quelconque. Et puis, avec ces données, l'on pourra arriver à déduire quelle action prendre dans le futur par rapport par rapport aux analyses, mais aussi par rapport à tout ce que l'on aura étudié sur ces données, mais aussi éventuellement avoir des prédictions. Par exemple, ça peut être une quantité quelconque, par exemple le Bitcoin. Bien sûr, la machine n'aura pas à prédire exactement le prix du Bitcoin, mais quand même, elle aura à prédire ça à quelques erreurs près. Mais aussi, on peut voir pour la prédiction de l'inflation,
La fois dernière, j'étais parmi les gagnants d'une certaine compétition là en Afrique du Sud où il s'agissait de réduire l'inflation, euh, s- particulièrement les métriques CPI qu'on appelle Consumer Price Index. Alors, en fonction des données qu'on avait collectées pendant un certain temps, on nous avait appelé à les étudier et à prédire l'inflation pour les 3 prochains mois. C'est ainsi que j'étais parmi les gagnants, bien sûr en utilisant beaucoup de techniques de l'intelligence artificielle. Et puis dans l'industrie, on connaît que la robotique, qui est une science où l'on voit l'électronique, l'informatique, euh, et beaucoup de plus en plus ces derniers temps, on y voit l'intelligence artificielle euh, qui, je dirais, l'a pistonné. On y voit l'intelligence artificielle qui permet à faire évoluer la robotique. Et la robotique est même la clé de l'industrie. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a des capteurs dans l'industrie qui sont en train de capter des grandeurs, ou soit on les appelle parfois aussi sensors. Ces capteurs-là sont en train de capter des grandeurs. Ça peut être une caméra, ça peut être un capteur de température ou autre. Donc, avec ces capteurs-là, une fois il aura capté de grandeur, il y a toute une série de règles à suivre auxquelles on va soumettre ces grandeurs et ensuite arriver à prendre une décision avec, par exemple, l'actuateur ou la main du robot. En commerce, en particulier en e-commerce, on y remarque aussi que l'intelligence artificielle joue un très grand rôle, surtout quand on essaie un peu de faire la segmentation des clients pour voir si l'on peut améliorer le produit. Et ainsi donc, l'intelligence artificielle euh, a toujours été là et l'intelligence artificielle, euh, est- OK, l'intelligence artificielle, je dirais que c'est parmi ces sciences technologiques qui, jusqu'ici, ont révolutionné notre quotidien. Et je pense qu'on est inséparables. Alors, dans l'éducation, comment est-ce que l'intelligence artificielle intervient aussi dans l'éducation? Ou soit, comment est-ce qu'on recommanderait aux gens d'utiliser l'intelligence artificielle dans l'éducation? Hmm. Je dirais d'abord, pour le plus enthousiaste, il faut comprendre les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle. Ces derniers temps, on remarque qu'avec des grandes entreprises technologiques, comme par exemple dans la Silicon Valley, on remarque beaucoup d'entreprises qui sont à la recherche des ingénieurs en intelligence artificielle. Même dans nos sociétés, en finance et partout, on remarque que les scientifiques des données, un domaine data science, un domaine qui est étroitement lié à l'intelligence artificielle et qui est constitué des statistiques informatiques, mais aussi l'intelligence artificielle, c'est aussi parmi les compétences les plus recherchées. Alors, pour les autres, je dirais que ça serait important de s'éduquer à l'intelligence artificielle dans la culture générale. Et donc, une fois si l'on en parle, parce que c'est déjà quelque chose qui est inexorablement présent dans notre quotidien, si une fois on en parle, il ne faut pas quand même se sentir comme si on parlait de la science-fiction. Alors, pour des gouvernements, par exemple, on remarque ces derniers temps que malgré que la plupart des investissements, mais aussi malgré que la plupart des grandes entreprises qui détiennent le monopole de l'intelligence artificielle sont des entreprises privées. Nos gouvernements aussi ont intérêt à s'y intéresser parce que c'est l'avenir même. C'est aussi parmi ces genres de révolutions technologiques euh, qui sont qui sont là pour permettre à nos gouvernements d'évoluer. Parce qu'un pays ne pourra pas évoluer sans l'industrie, sans la finance. Un pays ne pourra pas évoluer sans les transports et ainsi de suite. Alors,
il y a eu récemment un rapport qui a été publié par une université où l'on disait que un certain pays voisin de la RDC avait utilisé l'intelligence artificielle euh, pour de la contre-information. Et donc, pour contrer tout ce que le dirigeant, soit tout ce qui se disait sur le conflit à l'est de la RDC. Alors, je nous invite aussi à apprendre l'intelligence artificielle en tant que Congolais, mais aussi en tant qu'enthousiaste, pour voir si on peut être aussi à mesure de mettre en œuvre des systèmes capables, des chatbots capables de faire ce genre d'action. Parce que si on est dans une guerre sans armes égales, on comprend que on a perdu la guerre d'avance. Et l'intelligence artificielle, c'est parmi les guerres qui sont en vigueur. Et donc, j'invite notre gouvernement aussi à s'y intéresser, mais aussi à investir pour voir si on peut aussi avoir des développements importants dans ces domaines-là et éventuellement développer le pays. Alors, quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi? Il y a eu beaucoup de pensées dans les mondes courants, bien sûr, sur l'intelligence artificielle, mais aussi par rapport à l'emploi. Et je suis parmi ceux-là qui pensent que pour tous les emplois où ça peut être remplacé par l'automatisme, ces emplois-là sont en danger. Et donc, pour tous ceux-là dont leur emploi est manuel et le plus souvent, ça peut être remplacé par des machines, et donc leur domaine de profession est en danger. Alors peut-être il faudra savoir si, ou soit il faudra prendre des mesures pour voir si on peut faire une transition. Question de voir si on ne peut pas se retrouver demain à la porte et sans emploi. Alors, quel est le rapport de l'intelligence artificielle au langage, mais aussi quel est les rapports de quel est le rapport au langage de l'intelligence artificielle, mais aussi quel est notre rapport en tant qu'humain au langage. Comme vous voyez, avec l'intelligence artificielle, ou soit avant même d'y aller, il y a beaucoup de formes d'intelligence. Et jusqu'ici, l'intelligence artificielle a beaucoup plus prospéré dans l'intelligence verbale. Et donc, cette capacité à parler une langue et tout, jusqu'ici, certains scientifiques s'accordent que dans le cadre, par exemple, de mathématiques et autres, l'intelligence artificielle a encore des progrès à faire. Alors, l'on comprend d'abord que dans le langage, l'intelligence artificielle excelle bien. L'exemple typique est ChatGPT. Mais sur question de comparer, par exemple, l'humain, ou soit l'intelligence de l'humain avec l'intelligence d'une intelligence artificielle, je dirais que l'intelligence artificielle a encore beaucoup de progrès à faire. Ou soit, ceci peut répondre à la question, est-ce que jusqu'ici, avec l'éblouissement qu'on a vu jusqu'ici de chatbots, est-ce que l'intelligence artificielle nous dépasse en intelligence? Personnellement, je dirais non. Parce que l'intelligence de l'homme est complexe. Dans quel sens? L'intelligence artificielle est basée sur des mathématiques et algorithmes. Mais l'intelligence humaine est beaucoup plus complexe que ça parce que c'est aussi l'expérience, c'est aussi des émotions. Ces émotions les plus basiques comme la peur, la joie, les surprises et tout. C'est aussi ces émotions-là. Mais aussi, c'est aussi les circonstances, c'est aussi l'espérance. Et moi, je me dis que l'intelligence artificielle ayant une mémoire bien qui est bien mis dans des siliciums ne nous arrive pas à la cheville. Dans quel sens? Dans le sens où l'intelligence artificielle ne fonctionne qu'avec des probabilités, par exemple. Mais l'intelligence humaine,
c'est cette intelligence-là qui est active, cette intelligence-là de création. Récemment, il y a eu un concours entre ChatGPT, un philosophe français, et on a compris que l'intelligence artificielle, bien sûr, a bien formulé, par exemple, sa thèse, mais elle a échappé à beaucoup de choses qui sont primaires. Et tout cela, on y arrive comment? En comprenant l'homme. Pourtant, l'homme est presque incompréhensible. Et c'est ainsi que je pense que l'intelligence artificielle, jusqu'ici, a encore des progrès à faire. Et jusqu'ici, je ne pense pas que l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine. Alors, la question suivante est, la machine pourra-t-elle nous dominer un jour? Alors, sur cette question, je pense qu'on se trompe d'une part sur la machine. La machine n'a pas de conscience. La machine n'a pas d'émotion jusqu'ici. Même si on peut créer des algorithmes qui auront assimilé des émotions, mais l'émotion humaine est le plus souvent imprévisible. Parfois, nous vivons, le plus souvent, nous vivons dans un monde où on a peu de ressources et où c'est juste un poignet de gens qui détiennent ces ressources-là. Et qui dit détenir une ressource dit détenir le pouvoir. Alors, parfois, avec cela, tu comprends que le pouvoir, c'est quelque chose de désirable, quel que soit son statut social, quel que soit son statut financier. Alors, moi, je pense que à la question, est-ce que la machine pourra nous dominer un jour? C'est d'une part prêter les mauvaises intentions, parce que, comme on le voit tous, ceux qui ont le pouvoir dominent ceux qui n'en ont pas. On peut le voir, par exemple, avec les pays du Nord et les pays du Sud. C'est évident. Alors, comme on le voit avec les humains et tout, je pense bien que nous prêtons parfois de mauvaises intentions à la machine. C'est ainsi que je peux répondre à cette question. Elle ne pourra pas nous dominer peut-être dans le futur. Alors, malgré les avancées vertigineuses de l'intelligence artificielle, je pense que la gouvernance de l'intelligence artificielle est primordiale. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, on voit certains qui analysent dans ces domaines, d'autres dans un autre domaine. Moi, parfois, il m'arrive de voir l'intelligence artificielle comme la bombe nucléaire. Et si on n'en utilise pas à bon escient, ça peut tous nous détruire. Ou ceux qui en ont plus le pouvoir peuvent détruire ceux qui n'en ont pas. Alors, c'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de faire la gouvernance, d'établir des bases, mais aussi d'établir des règles à l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais aussi au développement de ces intelligences artificielles. Parce que si on ne le fait pas, c'est les pays les moins détenteurs de ces intelligences artificielles, soit les pays les moins avancés en la matière, qui auront à souffrir. Alors, comme conclusion, l'intelligence artificielle est incontournable. Alors, on doit savoir comment marcher avec, sinon, on pourra en subir les conséquences. Mais aussi, l'intelligence artificielle, c'est encore un domaine qui reste beaucoup plus à développer. Et avec le temps, je pense que si l'on arrivait à régulariser cette intelligence artificielle, ça va nous permettre, nous tous, d'en bénéficier. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous appelle à poser des questions. Merci beaucoup.